Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous espérons que vous êtes tous bien installés pour cette réunion qui se finira à 11h45. Ce webinaire s'inscrit dans une série de rendez-vous consacrés à l'agilité au sein des entreprises industrielles. L'intention de SpinPart, au travers de ces webinaires, est de contribuer à éclairer les décideurs via le partage de bonnes pratiques connues, notamment inspirées du Lean Management, et via aussi la prise de recul sur de nouvelles perspectives. Pour commencer, nous allons nous présenter. Je suis Stéphane Lescure, je suis un des associés du cabinet SpinPart. SpinPart est un cabinet de conseil en organisation et management français, multispécialiste, qui regroupe environ 110 consultants. Nous avons des expertises fortes sur les métiers de la supply et du manufacturing, des ressources humaines, de la finance et des sales marketing. Enfin, nous adressons des secteurs différents, bien entendu, de nombreux secteurs industriels, mais aussi des secteurs dans les domaines publics, de la banque, de l'énergie et de la mobilité. Aujourd'hui, pour ce webinaire, c'est Alain Fercoq qui va exposer nos regards et convictions. Alain, je te laisse te présenter. Merci Stéphane. Donc, je suis Alain Fercoq. Bonjour à toutes et tous. Quelques mots sur mon parcours. Donc, après 5 ans passés sur des responsabilités opérationnelles dans le domaine de la production et du bureau d'études, j'ai pu conduire depuis 20 ans des missions d'accompagnement sur l'amélioration de la performance industrielle en Lean Management, en fait, auprès d'une centaine d'entreprises, en fait, et ce sur une vingtaine d'années, effectivement. Et donc, je m'appuierai sur mes différentes expériences pour développer le contenu de ce webinaire. Merci Alain. Alors, un préambule tout d'abord sur la notion d'agilité. En effet, notre monde est en pleine mutation depuis plus de 20 ans. L'entreprise doit composer avec des pressions multiples, dont chaque année le nombre et la force augmentent. Il s'agit à la fois de pressions exercées par une concurrence devenue mondialisée, des consommateurs zappeurs de plus en plus exigeants, mais aussi par des évolutions sociétales immenses, qu'il s'agisse par exemple du respect de l'environnement, de la montée en puissance de l'économie, de la fonctionnalité, ou encore des attentes des générations Y, Z et suivantes. Qui plus est, cet univers ultra fragmenté et connecté s'apparente à un système complexe et chaotique dont la principale caractéristique est l'incertitude. Pour survivre dans ce monde VUCA, VUCA comme l'acronyme anglais de volatile, incertain, complexe et ambigu, l'entreprise doit absolument être capable de s'adapter en permanence, de réagir vite, d'innover toujours plus. Tout cela en étant aussi respectueuse des ressources, en étant pourvoyeuse de sens, ouverte aux différences et connectée avec son environnement. Vitesse, adaptabilité, créativité, sens, respect et ouverture, voilà les principales exigences d'une agilité permettant d'être résilient dans un monde incertain. Pour venir à présent au sujet de ce webinaire, nous vous proposons d'échanger autour de l'adaptabilité des moyens de production et logistique. Alors, pourquoi cela nous a paru important? Eh bien, rappelons-nous que dans le monde normal ou d'avant ou encore du XXe siècle, comme certains le disent, un système productif est au départ un investissement capitalistique réalisé pour une mission précise dans un contexte où le futur a été étudié, scénarisé, probabilisé. L'investisseur vise alors un retour sur investissement avec une prise de risque, disons, maîtrisée. Et si, malgré tout, ça avait trop dérivé, il arrêterait les frais et mettrait fin au projet. Malheureusement, dans le monde VUCA, poser un pronostic sur des volumes d'activité à moyen terme relève plus de l'incantation que d'une gestion rigoureuse. C'est pourquoi, dans ce contexte, les investisseurs sont naturellement hésitants, voire réticents. Mais si l'entreprise démontre sa capacité à rebondir ou à se renouveler face aux changements structurants, elle peut séduire alors des investisseurs qui oseront viser un ROI que nous pourrions qualifier d'agile, c'est-à-dire un ROI dont on exige globalement le résultat final, mais en acceptant potentiellement des feuilles de route précisément fausses. Pour être en capacité de garantir des ROI dits agiles, les ressources de l'entreprise doivent être douées d'une adaptabilité importante. Et pour booster cette adaptabilité, l'histoire montre qu'il faut construire et développer les organisations en s'appuyant sur deux principes clés, la vitesse
et la frugalité. Cela peut se traduire par exemple au niveau opérationnel par des solutions telles que les changements de format rapides, les lignes de production modulaires, le flux tiré, l'ingénierie simultanée, etc. Mais aussi, à un niveau plus méta, par le maillage en réseau d'unités plus petites avec des mini-usines à ramp-up rapide implantées à proximité de leur marché, avec une supply chain étendue, connectée avec ses clients et ses fournisseurs. Bien évidemment, la digitalisation des processus contribue aussi à cette quête de frugalité des vitesses, mais sous certaines conditions qu'Alain vous exposera tout à l'heure. Bref, l'adaptabilité des moyens humains et matériels de l'entreprise, ce n'est pas nouveau, mais c'est devenu beaucoup plus prégnant, voire critique avec le monde VUCA. Pour booster cette adaptabilité et devenir ainsi résilient, vous trouverez des solutions opérationnelles déjà éprouvées dans les approches Lean et de nouvelles possibilités offertes par les nouvelles technologies. Mais vous devrez privilégier aussi des modes de fonctionnement plus horizontaux au sein de l'entreprise, comme avec les acteurs de votre écosystème. Alors Alain, peux-tu nous éclairer plus en détail sur tout cela? Très bien. Merci Stéphane pour cette introduction. Donc effectivement, je vais développer ce sujet autour de l'adaptabilité des moyens de production et logistique. Et peut-être un préalable, c'est d'aborder des pratiques classiques qui finalement constituent des freins à l'agilité. Je crois que c'est important de les avoir en tête avant que je développe des leviers clés. La première pratique, c'est la notion de réduction de coûts. Alors, réduction de coûts, bien sûr, c'est incontournable pour assurer la pérennité de l'entreprise, assurer sa performance dans le global. Mais on pourrait dire, si la réduction de coûts vise à saturer des moyens, à faire des heures sur des moyens de production sans tenir compte et sans se connecter aux clients, ça peut être préjudiciable. Effectivement, on couvre des frais fixes, mais c'est pas forcément le meilleur levier. Une autre logique de réduction de coûts poussée à outrance qui pourrait être préjudiciable, c'est travailler sur l'efficience des moyens et entre autres des moyens humains, des employés, des opératifs, des opérateurs. Et en jouant fortement sur l'efficience, c'est les mettre sous tension, éviter, limiter toute respiration, et ça, ce serait préjudiciable parce que peut-être il n'y aurait plus de temps alors à la communication, l'animation, l'écoute, la participation aux démarches de progrès, à la formation. Voilà. Donc, réduire les coûts, mais finalement, quelques précautions à prendre. Alors, autre pratique classique qui pourrait être des freins à l'agilité, c'est réduire les stocks. Alors, réduire les stocks, c'est souvent visé et je parlerai beaucoup, je m'appuierai beaucoup sur le Lean, puisque le Lean est très connecté à l'agilité. Enfin, c'est intrinsèquement complètement lié. Alors, réduire les stocks, c'est une cible. Pourquoi? Parce que finalement, travailler sur les stocks, les encours, donc réduire les valeurs d'exploitation au sens large, c'est fondamental pour réduire réduire le besoin en fonds de roulement, dégager de la trésorerie. C'est légitime de travailler sur la réduction de stock, mais pousser à l'extrême peut induire de la rupture vis-à-vis du client. Et là, ça peut se traduire par la perte de chiffre d'affaires, des pénalités, voire une perte client. Donc, point de vigilance, réduire les stocks sur des approvisionnements peut aussi induire des ruptures des lignes de production en tant que telles. Donc, réduire les stocks, oui, mais voilà, quelques vigilances à garder en mémoire. Le troisième volet sur des pratiques classiques concerne la numérisation des processus. Alors depuis 3 ans, 5 ans, en fait, les entreprises s'intègrent développent des projets de numérisation dans le cadre de l'usine numérique, de l'usine 4.0. Donc c'est légitime, mais ce qui est important, c'est numériser des processus non stables peut induire de la dépense avec ROI faible, et donc c'est dommageable. Donc voilà des pratiques classiques que je voudrais positionner comme préalable.
à garder en tête parce qu'effectivement, potentiellement des freins à l'agilité. Alors, à partir de là, je vais développer trois grands volets autour de l'adaptabilité des moyens de production et logistique. Un premier volet touche le pilotage par le flux. Hein, et pourquoi c'est important? Parce que effectivement, c'est une bonne façon de maximiser la création de valeur. Alors, trois dimensions associées à ça. La première dimension, c'est l'importance de la segmentation des flux pour réduire la complexité, pour adapter le pilotage. Alors, ça veut dire quoi segmenter les flux? Il est important de se dire, c'est ce qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises, c'est de séparer finalement l'activité ou les flux, on va dire, rapides par rapport à ceux qui sont lents, des flux complexes par rapport aux flux simples, et puis le standard par rapport au sur-mesure. En fait, et je vais rebondir sur ce dernier volet pour faire le lien avec la notion d'adaptabilité, la notion d'agilité, hein, et c'est ce qu'on trouve comme élément clé, c'est être capable de distinguer au sein d'une unité industrielle et logistique, c'est de distinguer ce qui concerne les produits standards par rapport à des produits sur mesure. Je prendrai deux exemples de secteurs distincts. En fait, hein, le secteur assemblage, assemblage d'hélicoptères, effectivement, je vais avoir une ligne dédiée aux produits catalogue, en fait, plutôt enfin, plutôt de la série, enfin petite série dans le cas d'hélicoptères, par rapport à une ligne très centrée sur du sur-mesure, par exemple livraison d'hélicoptères pour du sauvetage en mer, pour la surveillance de plage, voilà, où on est plutôt sur l'unitaire. Donc ça, c'est un exemple de segmentation. Un autre exemple de segmentation dans une autre type d'industrie, industrie agroalimentaire, industrie plutôt de process, eh bien, je prends un exemple que j'ai connu récemment. On est dans le domaine du lait, plus précisément la fabrication de beurre à partir de matières grasses. Et on va distinguer la notion de flux sur du gros volume, par exemple, fabrication de beurre, plaquettes de 250 grammes, où là, c'est vraiment de la très grande cadence, par rapport à des plaquettes de 12,5 grammes, où là, on est sur les très petites séries pour, par exemple, des hôtels de luxe qui veulent avoir leur propre logo, marque sur les toutes petites plaquettes de beurre individuelles. Et voilà, cette distinction, elle est vraiment fondamentale. Et en fonction des types de flux, on va avoir des modes de pilotage spécifiques. Pour les flux à gros volume, on sera plutôt en flux dit poussé, au sens on va caler sur une qualification en fait liée aux besoins exprimés, et pour du sur-mesure, pour les très petites séries, pour avoir le pièce à pièce, on sera en flux tiré par la demande en fonction du besoin précis du client. Donc voilà, donc ça c'est un premier volet que je voulais exprimer qui est vraiment fondamental. Le deuxième volet concerne la notion d'amortisseur. Derrière la notion d'amortisseur, il faut voir la notion de stock, et plus précisément, on peut parler de stock dit de découplage. L'idée, c'est de positionner dans l'entreprise ces stocks de découplage qui vont permettre, entre autres, si on fait le lien avec la notion de produit sur mesure, de réaliser le produit sur mesure à partir de ce stock de découplage en flux tiré, sachant qu'on part d'un produit semi-ouvré qui est stocké, et on va faire du pièce à pièce à partir de ce produit semi-ouvré pour le finir à façon en fonction d'une spécificité demandée par le client en termes de couleur, de finition en tant que telle. La partie amont du stock de découpage sera pilotée par exemple plutôt en flux dit poussé, la partie aval plutôt en flux tiré. Donc le positionnement de ces amortisseurs dans l'entreprise, c'est clé, et souvent ces amortisseurs évitent aussi un point clé dans le pilotage des flux, c'est la notion de perturbation liée à la propagation des fluctuations de la demande. En fait, hein, c'est là où limite ça permet d'éviter ce qu'on appelle l'effet bullwhip, en fait, ou effet coup de fouet, en fait, dans l'entreprise. Ces dimensions, enfin, ces amortisseurs sont là pour
pour éviter cela. Donc la notion, enfin, le positionnement d'amortisseur est clé. Et pour asseoir cette dimension-là, on peut faire le lien avec une méthodologie qui se développe assez fortement dans les entreprises depuis quelques années, enfin assez récemment finalement. C'est la méthodologie DDMRP, Demand Driven Material Requirement Planning. On pourrait dire c'est la planification des ressources tirées piloté par la demande, par le client en fait. Hein, voilà. Et on est vraiment dans la logique du flux tiré poussé au maximum en fait. Et c'est une bonne façon de se lier à la logique d'adaptabilité en fait, effectivement. Voilà, donc deuxième dimension, positionner l'entreprise, des stocks de découplage, c'est un point clé. La troisième dimension autour des flux concerne le lien avec les ressources dites critiques ou parfois qu'on appelle aussi boulets. À partir du moment où on garde en tête qu'une heure perdue sur une ressource critique, un poste boulet, eh bien c'est une heure perdue pour l'ensemble de l'entreprise. Eh bien il est important d'éviter de désamorcer ce qu'on appelle de désamorcer ces ressources, auquel cas effectivement on va positionner juste en amont un stock qu'on va piloter et qu'on va piloter au mieux pour éviter de désamorcer la ressource. Ce pilotage va consister à réguler les flux, faire du lissage de la charge au niveau de ce poste et faire en sorte aussi qu'on essaie de faire chaque produit chaque jour dans cette logique de lissage. En fait. Donc c'est une autre dimension du pilotage par le flux qui est importante. Donc trois dimensions clés. Alors après on peut se poser la question, mais comment le numérique peut nous aider par rapport à ça? Alors pour définir les stocks de découplage, pour porter une réflexion sur les processus cibles et les modes de pilotage associés, on peut s'appuyer sur des jumeaux numériques. En fait, c'est une dimension intéressante aujourd'hui qui apparaît dans les entreprises. On peut aussi optimiser les modes d'ordonnancement par cette dimension numérique. Et puis derrière la méthodologie des DMRP que je vous ai évoquée, là, effectivement, il y a des applications qui permettent de piloter au mieux ces stocks de découplage de manière visuelle pour faciliter la prise de décision de manière accélérée, que ce soit des prises de décision pour éviter des ruptures de stock clés ou éviter finalement du surstock. Voilà. Donc ça, c'est des dimensions intéressantes apportées par le numérique. Voilà pour cette planche concernant le pilotage par les flux. Alors, une fois qu'on a travaillé sur les flux, en point numéro 1, la deuxième dimension que je voudrais développer, c'est celle qui touche les méthodes et outils qui vont permettre de booster la performance opérationnelle sur l'ensemble des moyens clés en fait. En moyen clé numéro 1, j'évoquerai la dimension humaine, main-d'œuvre, en fait les employés, les opératrices, les opérateurs. Ce qui est clé, c'est vraiment doper leurs compétences pour les rendre plus polyvalents et ce qui impactera bien sûr leur adaptabilité par rapport à des fluctuations de planning, d'ordonnancement, être capable de passer d'un produit A à un produit B le plus rapidement possible. Donc ça, la compétence au départ est clé. Il faut les aider pour ça. Il faut que les moyens soient rendus plus faciles à piloter et c'est là, aux limites, on peut faire le lien avec des méthodologies type amélioration conduite d'équipement qui vont faciliter les pilotages des équipements en tant que tels. Pour le personnel aussi, c'est faire en sorte qu'il puisse décider sur le terrain de manière autonome. Il faut donc, au-delà de la formation, aussi les aider sur de la prise de décision à travers des fiches aléas simplifiées. Il faut aussi les amener à pouvoir résoudre des problèmes eux-mêmes, en fait, voilà, donc sans passer par la hiérarchie. Donc tout ça, ça répond bien à la logique d'adaptabilité. Donc pour les aider à bien jouer leur rôle, il est fondamental, et là ça me permet de faire le lien avec le deuxième levier, il est fondamental de s'appuyer sur les standards, donc de développer le management par les standards. Le management par les standards est vraiment clé.
En fait, on va standardiser les réglages, on va se mettre d'accord sur les bonnes valeurs de réglage, on va viser à ce que ces standards soient simples, visuels, compris de tous. On va faire en sorte que ces standards soient pilotés aussi quant à leur mise en œuvre. C'est pour ça qu'on peut faire le lien avec la notion de tableau de type Kamashibai, c'est le visuel qui vous est présenté là. Hein, c'est mettre sous contrôle finalement les standards chaque jour, par exemple. Donc le management par les standards est vraiment clé et est très connecté avec la compétence, des opérationnels en fait. Voilà. Après, si on pense plus aux moyens industriels, moyens de production ou logistique au sens large, ce qu'on va viser pour là aussi être dans l'adaptabilité, c'est faire en sorte qu'un moyen ne tombe jamais en panne. On va travailler beaucoup sur la fiabilisation, auquel cas on va là aller chercher des méthodologies de type Maxer, en fait, qui structurent une logique de réflexion autour d'une chaîne causale très précise, très structurée, et qui permet d'aller chercher des causes racines et pour tuer les pannes définitivement. Une autre voie, c'est la flexibilisation, et la flexibilisation consiste finalement à faire en sorte qu'on puisse faire des changements de configuration, des changements de fabrication, des changements de format le plus vite possible. Là, bien sûr, on va faire le lien avec la méthodologie DITSMED bien connue, Single Exchange of Die, en fait, hein, l'appliquer dans l'entreprise, la développer, faire en sorte qu'on ait effectivement des temps de changement de fabrication en moins de 10 minutes. C'est clé, et tout ça effectivement consiste à rendre les moyens plus adaptables. Alors par rapport à ces trois dimensions développées, toujours une question, est-ce que le numérique peut aider? Oui, bien sûr, le numérique peut aider. Par exemple, pour les standards, faire en sorte que les standards sur une tablette numérique soient accessibles facilement. La mise à jour peut en être facilitée. Eh bien, ces standards accessibles est une cible qu'on peut rechercher dans le cadre de la numérisation de l'usine. Si on prend sur la fiabilisation, effectivement, l'aide de dépannage, le suivi en temps réel de moyens critiques peut aussi être une bonne assistance sur le plan numérique, en fait. Voilà. Donc le numérique, oui, une aide à partir du moment où les choses sont bien définies au préalable. Voilà, donc pour ce deuxième grand volet que je souhaitais développer pour répondre à la question d'adaptabilité des moyens de production et logistique. Alors, pour avancer d'un pas, ce que je voudrais développer aussi, c'est le fait que par rapport à la question posée, il est important de viser un équilibre. Viser un équilibre dans l'ensemble des leviers de progrès pour garantir finalement une performance pérenne. Et le premier volet que je souhaiterais développer, c'est le volet autour finalement de la pensée Lean qui est largement connue, que je vais un petit peu développer en fait. Hein, c'est les Muda, le Moura, les Mouri. Alors tout ça résume les trois familles de pertes. Alors la première, le Muda est largement connu. Finalement, c'est la chasse au gaspillage. On parle de 7 gaspillages, 8 gaspillages. J'en cite quelques-uns. Éviter les attentes, éviter bien sûr la non-qualité, éviter le transport, éviter je dirais éviter la surqualité. C'est des dimensions largement connues qu'on va garder en tête pour améliorer les processus. Mais deux autres dimensions sont peut-être moins connues et moins développées, et qu'il faut vraiment les positionner, on pourrait dire même en numéro 1 ou 2 en fait. C'est ma recommandation. C'est travailler d'abord sur le Moura, c'est-à-dire éviter la dispersion, éviter la variation, donc éviter la variation dans la charge. Donc c'est là où on peut faire le lien avec quelque chose que j'ai évoqué précédemment. C'est lisser la charge, par exemple, c'est un point clé. Éviter la variation dans les procédés par la maîtrise de la qualité, c'est un point clé. Et on le positionnera en numéro 1. Donc, le Moura en numéro 1, point clé. Le Mouri, éviter la surcharge, c'est un autre point clé. Éviter la surcharge des moyens critiques, c'est fondamental. Éviter la surcharge des ressources, de la main-d'œuvre des employés est un autre point clé pour laisser de la respiration de façon à pouvoir
être dans la logique d'amélioration continue, être dans la logique d'animation de la performance et du progrès, avoir du temps pour la formation, c'est fondamental. Et bien sûr, on garde en tête le Mouda en fait qui vient presque en numéro 3 en fait. Hein, voilà. Donc retenons l'ordre des choses. Muramuri, Mouda, ce serait ma recommandation quant au meilleur équilibre pour travailler sur les familles de pertes. Alors après, un autre regard sur la notion d'équilibre, ça touche l'équilibre quant à l'amélioration des performances opérationnelles des unités de production et logistique. Et là, on peut faire le lien avec, certains parlent du SQCDME, moi j'aime bien évoquer le SQDCME. Alors pourquoi? Je vais un petit peu l'expliciter. Alors, en point clé, gardons en tête qu'il faut déjà travailler sur la sécurité. Le S est en premier. Effectivement, il faut garantir l'intégrité des personnes, donc faire en sorte que le zéro accident soit visé. Le challenge du nombre de jours sans accident, c'est vraiment un challenge que chacun doit garder en tête tous les jours, dont le S en numéro 1, bien sûr. Puis après, j'associe qualité-délai, c'est pensée client. Et les deux performances centrées sur la qualité et délai sont dans cette logique-là. Donc faire en sorte que tout le monde dans l'entreprise ait cette culture client, recherche de la performance client en tant que telle. Et vient derrière le coût en fait. Et donc le coût n'est qu'une conséquence. Et ça c'est un point important et peut-être ça peut bousculer certaines ou certains en fait. Hein, mais gardons en tête que le coût est une conséquence des améliorations qu'on va porter sur la qualité et le délai en tant que tel. Voilà. Donc, voilà pour les 4 premières dimensions de performance. La 5e, la mobilisation. Eh bien, oui, il est fondamental qu'on cherche à mobiliser les équipes opérationnelles pour toujours faire mieux, pour toujours justement être dans la meilleure adaptabilité possible, dans la meilleure agilité possible. Donc, mobiliser les équipes pour réfléchir, pour réfléchir à des meilleurs standards, à des meilleures pratiques en tant que tel. Et le E, l'environnement qui aujourd'hui ne peut pas être oublié, qui doit être amélioré, faire en sorte qu'on utilise au mieux les ressources, que ce soit de matières premières, de consommables, qu'on évite des pertes matières en tant que telles. C'était aussi un objectif légitime. Donc, par rapport à ces deux grands équilibres, on peut aussi se dire que le numérique peut aider, parce que par exemple, pour le pilotage de la performance, on peut penser aux dashboards numériques qui vont remplacer les tableaux physiques. Ça peut faciliter les animations. Donc, gardons ça en tête. Et là aussi pour des dimensions, par exemple, qui touchent la qualité, parce que je l'ai évoqué, on peut penser que le numérique puisse permettre de mieux maîtriser les paramètres influents qui vont impacter la performance qualité en fait en tant que tel. Voilà, donc voilà sur la 3e dimension que je voulais développer. Et finalement, en synthèse, pour résumer mes propos, je mettrai en avant le fait qu'il faut démarrer par un pilotage par les flux pour travailler sur cette adaptabilité des moyens de production et logistique. Et je rappellerai que derrière ça, ce pilotage par le flux, on a la notion de segmentation, on a la notion d'amortissement ou de stock de découplage, on a ces dimensions de pilotage par le boulot, par la contrainte en fait, en tant que tel. Pour booster la performance opérationnelle, en numéro 1, on va chercher à faire en sorte que l'opérateur, l'opératrice, l'opérateur soit plus compétent, soit plus polyvalent, soit dans la capacité de prendre des décisions sur le terrain et d'apporter des améliorations. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur des standards, on va rendre ces standards les plus simples, les plus visuels possibles. Et on va aussi travailler sur les moyens de type équipement machine en tant que tel pour les rendre plus fiables et plus flexibles. Et enfin, penser à l'équilibre quant aux natures de perte et l'équilibre quant aux performances visées. Tout ceci voilà, constitue un ensemble.
Et peut-être pour résumer aussi, je dirais que derrière le lean, gardons en tête que la dimension humaine est sans doute la dimension clé qui va permettre de réussir cette adaptabilité. Deuxième volet, c'est de garder en tête aussi, et c'est bien inscrit dans les gènes du Lean, c'est manager par le visuel. C'est assez fondamental. Je l'ai évoqué dans le cadre du DDMRP, je l'ai évoqué dans le cadre de la mise en place de standards. C'est fondamental. Et en finale, puisque j'ai cherché à le développer pour chaque volet, le numérique va venir nous aider, mais va être là dans le prolongement d'amélioration de processus. Hein, et c'est vraiment dans le prolongement. C'est une fois qu'on a travaillé sur l'optimisation des processus qu'on va chercher à numériser, et ça va permettre de booster encore la performance, de booster encore l'adaptabilité, de booster encore l'agilité. Donc, voilà ce que je voulais vous préciser. Et à ce stade-là, je vous propose de répondre aux questions que vous pouvez avoir. Alors peut-être une première question. On a une première question de Vivien. Oui, bonjour. Vivien, votre micro est ouvert. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Oui, bonjour, merci pour la qualité de la présentation. J'avais une petite question concernant le déclencheur en fait de projets d'adaptabilité des moyens de production. En fait, quels peuvent être les indicateurs clés qui sont à regarder, où on peut se dire en effet il faut que je déclenche un projet d'adaptabilité, et notamment par rapport à une qualité client. Je sais pas, je pense au taux de service, au lead time, c'est ces indicateurs-là qui nous font penser à un projet d'adaptabilité. En fait, un projet d'adaptabilité est tiré par le besoin, est tiré par le besoin client fondamentalement en fait. Ça veut dire qu'un client qui va vouloir être livré tous les jours et non toutes les semaines, ça va induire un projet d'adaptabilité. Le client peut aussi induire le fait de vouloir un produit sur mesure spécifique. Donc, c'est aussi un point de départ pour un projet d'adaptabilité. Donc, je dirais en point clé sont plus des exigences clients que de la performance opérationnelle en tant que telle. Après, il y a forcément un lien, mais je mettrais surtout ça en avant. D'accord, ok, merci. Donc après, en termes d'indicateurs, enfin d'amélioration d'indicateurs, j'imagine que ça doit améliorer par exemple le taux de service, ça doit réduire les lead time, c'est ça qu'on peut voir en résultat? Sur la question, je rebondirais sur la notion de lead time. Par exemple, à partir du moment où l'entreprise est plus adaptable, j'évoquais le lien avec la notion de stock et découplage en fait. Hein, c'est qu'à partir du moment où je me suis organisé, j'ai organisé mes flux, j'ai organisé mes moyens pour être plus adaptable, effectivement, je vais réduire le délai de réponse par rapport à la sollicitation client. Je veux un produit sur mesure, une coque des téléphones sur mesure, je le veux en un jour par rapport à une semaine. Voilà, le lead time va être un indicateur de performance clé, effectivement. Et derrière ce lead time, c'est le taux de service qui consiste à dire je mesure ma capacité à répondre à mes engagements, en fait, et je m'assure que j'ai un lead time proche des 100%. D'accord, merci beaucoup. On a une main levée de Laurent. Laurent, j'ouvre votre micro. Oui, il faudrait que vous ouvriez votre micro. Ah, j'ai plus de main levée. Une question de Nathalie. Quels indicateurs pour mesurer l'adaptabilité? Donc, en fait, j'y ai un petit peu répondu, alors peut-être faut compléter, mais je disais tout à l'heure,
le délai de réponse par rapport à une sollicitation de produit sur mesure est un bon indicateur. Bien sûr, le taux de service associé, est-ce que je tiens mes engagements, mais on pourrait dire dans le prolongement, l'indicateur opérationnel plutôt interne, quand on raisonne le taux de service et délai de réponse, bon, c'est plutôt visible vu du client du marché. Vu de l'interne, finalement, de caractériser que l'entreprise s'est améliorée sur sa flexibilité, son adaptabilité. C'est par exemple les temps de changement de fabrication, de format ou de configuration, en fait. C'est-à-dire, je prends le cas d'une entreprise dans laquelle je travaille actuellement, on vise de passer un temps de changement de format par exemple, de 20 minutes à 10 minutes. Donc, ça peut être un autre type d'indicateur, donc là, mais qui est plutôt orienté interne. Une autre question peut-être? Une question d'Emeric. Emeric, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Je voudrais vous demander, vous poser une question. Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on mène un projet d'adaptabilité des moyens de production? Alors, en faisant référence à quelques projets conduits récemment, je mettrai en avant que finalement, pour être plus adaptable, ça se traduit par l'intégration de nouvelles pratiques, de nouveaux standards, de nouvelles pratiques. Et le point clé consiste à garder en mémoire les fondamentaux de la conduite du changement. Et ça se traduit par quoi? C'est communiquer sur le pourquoi on veut travailler sur ce type de projet. Et c'est là, à la limite, se connecter avec le client, donner le sens, c'est le point numéro 1. Donc, communiquer sur le pourquoi. Numéro 2, c'est impliquer à travers des groupes de travail pour faire en sorte que ces nouvelles pratiques viennent du terrain et finalement les nouveaux standards soient acceptés en tant que tels. Et derrière ça, la notion de formation, parce que effectivement, une fois qu'on s'est mis d'accord sur des nouveaux standards, il est fondamental que chacun les applique, les connaisse, les applique, et donc la formation. Et donc là, on retombe sur un triptyque classique de la conduite du changement, communication, implication et formation. Voilà, c'est vraiment à garder en tête et c'est à appliquer sur tout projet de développement d'adaptabilité. En fait. Très bien, merci. Nous avons une main levée de Antoine. Antoine, vous pouvez ouvrir votre micro. Allô, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, bonjour, très bien, oui. Bonjour Alain. Donc déjà, tout d'abord, merci pour cette présentation. Ensuite, j'avais une question parce que donc adapter les moyens industriels va permettre en fait de diminuer pour beaucoup les lead time. Et j'aimerais savoir comment valoriser cette diminution de lead time auprès d'un board ou auprès d'un contrôleur de gestion. Parce qu'en fait, les prix de revient industriel, ils ne prennent pas en compte les temps de passage. Du coup, j'aimerais savoir un peu quelques pistes, si vous avez des idées de comment valoriser ça, cette diminution de temps de passage. En fait, ce qui est toujours important à garder en tête, si j'ai un délai de livraison plus court, ça veut dire que mon flux est plus rapide et auquel cas, somme toute, j'ai réussi à réduire les encours. Donc, ça veut dire que j'ai un impact financier, enfin, en sens sur les valeurs d'exploitation, stock en cours. Ça, c'est une dimension intéressante. Bon, à partir du moment où je suis plus adaptable, quelque part, c'est pour chercher plus de chiffre d'affaires. Donc ça, je vais le retrouver aussi sur le compte des résultats. Et peut-être une dimension sur laquelle que j'ai pas évoqué, mais sur laquelle je voudrais insister, c'est que quand j'ai évoqué la notion de stock des découplages, c'est-à-dire stock à partir duquel je fais du sur-mesure, ça veut dire que je stocke un semi-ouvré en fait, que j'ai peut-être travaillé, que j'ai peut-être réalisé en volume plus important. Et c'est ça qui me permet de faire du sur-mesure à coût réduit, en fait. Et là, il y a un équilibre à trouver. Parce que faire du sur-mesure très coûteux,
ce serait préjudiciable pour l'entreprise. Donc, il y a un équilibre à trouver. Hein. Donc, voilà, ça, c'est un point extrêmement important à intégrer, en fait, effectivement. Hein. Mais faire du sur-mesure à coût réduit, c'est un gage de plus de business, plus de chiffre d'affaires à marge, parce que quelque part, le client est prêt aussi à payer à ce délai court. Donc, c'est comme ça qu'on peut porter un regard sous l'angle plutôt du directeur général, du contrôleur de gestion, du financier, en fait. D'accord, merci bien. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Le cadre temps nous permet peut-être encore On peut encore de répondre à traiter une une ou ou deux deux questions. questions. Bien. Vivien? Ah. Vivien, vous avez une autre question? Vous pouvez ouvrir votre micro. Pas de questions? Merci, si c'est bon. Vous m'entendez? Oui, très bien. J'ai eu du mal à activer le micro. Petite question pour Alain, vous parliez d'un passage en mode flux, en segmentant les flux. Est-ce qu'il y a des prérequis par rapport à un mode de production pour passer en production flux? Non, le prérequis, c'est l'analyse de la demande en fait. Ce qui est important, c'est de se dire, je pars des natures des types de demandes en fait, et c'est là où il mis quelque part. Si je dois produire, si j'ai à produire du gros volume parce que j'ai un client qui me demande 1000 chaque jour ou chaque semaine en fait. Et que ce 1000 pour mon type de production constitue effectivement une part importante de ma production. Je vais être distingué du fait que peut-être j'ai 9 clients à côté qui me demandent des quantités de 5, de 10. En fait, quand j'analyse l'ensemble des demandes, c'est ça qui va me permettre finalement de faire la segmentation des flux. En fait, hein. Donc, c'est l'analyse de l'ensemble des commandes, l'analyse de l'ensemble des demandes va naturellement me permettre de faire cette segmentation. Et c'est ça qui est le point de départ, en fait. Et c'est cette analyse-là qui est vraiment fondamentale en entreprise. Et la plupart de mes expériences montrent que c'est en soi le préalable pour faire un projet d'adaptabilité des moyens performant. En fait. Oui, ok. Oui, c'est vrai, à travers la présentation, on comprend que ça, c'est un prérequis indispensable. Voilà. Et donc, c'est en soi, la segmentation est un prérequis, on pourrait presque le dire comme ça, en fait. D'accord, très bien, merci. Une dernière question, peut-être, avant de conclure. Antoine, vous avez une main levée. Non. Ok. On n'a plus de nouvelles questions. Bien, on va conclure parce que c'est bientôt l'heure. Donc, à nouveau, merci à vous tous pour votre écoute, votre participation. Merci Alain. Juste pour vous dire, pour conclure, que nous continuons notre cycle sur l'agilité. Nous vous proposerons un nouveau rendez-vous en octobre. Le sujet sera autour du changement de paradigme managérial, c'est-à-dire on continue sur l'agilité, mais avec un regard autour de la gestion du capital humain, via notamment les organisations apprenantes, responsabilisantes. Voilà. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne journée et puis une bonne semaine. Merci. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.